Ah, reconnexion réussie. C'est bon? C'est revenu? Ça a pas l'air, hein? Si, non? Mais oui, c'est bon? On est relà? Ah ouais, du coup, il recommence. Bah oui. C'est bon, on est revenu? Je crois qu'on est revenu. Ok. C'était galère là, dis donc. Je sais pas pourquoi. Mon PC dit que mon réseau a lâché alors que bah non. Et puis je suis connecté au réseau et ça marche très bien, mais en fait OBS veut pas. Du coup, je suis parti sur ma 5G. J'espère que ça va marcher. Enfin, normalement c'est bon, on est revenu. Mais dis donc, sacré bordel. Re. Et oui, donc on est bien revenu. Bah dis donc la galère. Et je sais même pas à quoi c'est dû. Il s'est rien passé, j'ai rien fait. Bon bah écoute, je ne sais pas. Moi non, je sais pas non plus ce qui s'est passé, c'est chiant. C'est comme ça, hein. Bon bref. Et oui, donc me revoici. Euh... Attends, c'est... Oula, le PC qui rame en plus, ça devient compliqué. Gna, 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 gna. Oui, donc t'as l'air vraiment d'être quelqu'un d'intelligent qui s'instruit beaucoup, merci, c'est adorable. Euh... Je sais plus ce que j'étais en train de dire moi du coup. Je sais plus. J'ai totalement zappé. Enfin bref. Mais oui, du coup ici on découvre plein de bébêtes. Et du coup forcément on se cultive un peu parce qu'à force d'apprendre. Ah oui, je parlais du vol. En gros, il y a des animaux qui volent en battant des ailes et des animaux qui planent. Mais qu'est-ce qui fait en général, on considère que le vol, le vrai, c'est le vol actif ou en bas des ailes. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu un genre d'entre-deux? Et il se trouve que généralement dans le monde vivant, on n'en trouve pas trop, mais en fait, si, il y en a un. Et j'en parlerai du coup dans ma prochaine vidéo sur YouTube, où je fais de la vulgaire scientifique. C'est du format court, hein, c'est 3 à 5 minutes, max. Et je mets aussi toutes les rediffs des lives, etc. Il y a les courants d'air, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, bah, du coup, les courants d'air, ça peut être ascendant ou descendant, et d'autres aussi. Je sais pas si on dit descendant, mais enfin, ascendant, c'est sûr, il y a. Et oui, ils se servent du coup des courants pour pouvoir planer d'un endroit à l'autre. Les dragons volants, donc des petits lézards, planent sur 30 mètres d'arbre en arbre. Il y a des tas de. Il y a des tas de. D'écureuils volants aussi. Il y a les écureuils volants qui font ça. Il y a le poisson volant aussi qui arrive à planer dans les airs pour allonger ses distances et pouvoir fuir ses prédateurs. Et j'ai trouvé un animal dont on supposerait qu'il pourrait pas du tout voler. Non seulement il peut voler, mais en plus, il y a débat sur sa capacité à voler de manière active ou non. En gros, c'est un animal dont on dit généralement qu'il plane, mais en fait, on pourrait peut-être bien dire qu'il vole. Pour de vrai. Et je trouve ça trop cool. Les gens qui font du deltaplane, je sais pas si je dis pas de bêtises, c'est eux qui les utilisent. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le même système. Hein. Là où les autres espèces utilisent des morceaux des gras de peau, si tu veux, qui tirent à la mano, les deltaplanes, c'est pareil. Hein. On jette dans le vide avec une espèce de toile au-dessus de la tête et puis c'est tout. Et on surfe du coup sur les courants ascendants. On surfe sur le vent. Donc c'est ça l'idée, quoi. Et nous, on était là, donc on a dit la bébête qu'on cherche n'est pas un pecora, donc c'est pas tout ce qui est vache, antilope, chèvre, ce n'est pas ça. Mais c'est un Boréeutheria, un clade de mammifères placentaires réunissant les eucoton ligres et les lurasatériens, c'est-à-dire les superordres qu'on trouve globalement en Amérique. J'avais vu sur la vidéo d'Inoxtag. Ah bon? Je savais même pas qu'il avait fait un truc là-dessus. Mais oui, ça doit être rapport au truc là, au mont qu'il a gravi. Alors on va dire babouin. Là. Les œufs arcotons ligres, ce sont un clade de mammifères placentaires que des analyses phylogénétiques relativement récentes ont fait découvrir. L'appartenance à ce clade est définie par un motif déterminé par les marqueurs génétiques de type rétrotransposon. Personne n'a compris, mais c'est pas grave. En gros, on est plutôt sur de l'écureuil volant. Moi, je pense, on va écrire ça, écureuil volant. Alors, on est chez les squirinés, donc on est sur un écureuil.
La sous-famille des scurinés représente les écureuils terrestres et arboricoles non volants. Elle comprend de nombreux genres. Donc on est sur un écureuil, un volant et non volant. Enfin, il y a ceux qui volent et ceux qui volent pas. Mais en fait, on n'est pas sur celui-là, on est sur un autre écureuil. On fait celui-là et après je pense que je vais y aller. Il n'y a pas de souci, moi aussi il va falloir que j'y aille, hein. J'ai faim. L'expression écureuil volant ou écureuil planeur est un nom vernaculaire ambigu en français qui désigne plusieurs groupes de rongeurs. D'apparence proche des écureuils classiques mais disposant des capacités de vol grâce à la présence d'une membrane entre les membres postérieurs et antérieurs, donc postérieur derrière les pattes de derrière et antérieur les pattes de devant. Et donc ça s'appelle le patagium et c'est la même structure chez les lézards, les dragons volants là. Ils s'étendent leur patagium, si tu vas partir du vide, ils le tirent comme ça et ça leur fait une surface un peu comme un deltaplane sur laquelle surfer dans le vent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme écureuil sur le site? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah non, il n'y en a qu'un, l'écureuil gris. Bon, est-ce que c'est l'écureuil gris du coup? Il y a plusieurs espèces d'écureuils en vrai. Et oui, c'était l'écureuil gris. GG. L'écureuil gris est une espèce de mammifère rongeur arboricole commune dans l'est de l'Amérique du Nord. Généralement gris, il peut avoir un pelage brun, noir ou, plus rarement, blanc cannelle. Enfin, blanc ou cannelle. Voilà, l'écureuil gris. Et on l'a trouvé en 5 essais. GG à nous. Bref, c'est bien 5 essais, c'est très très bien. On a droit à 20 essais. Déjà, finir, c'est très très bien. Parce qu'en vrai, c'est pas toujours facile. Donc déjà, finir, c'est très très bien. Le faire en 5 essais, c'est excellent. On est très très bon. Et donc voilà, on est passé par l'ensemble des animaux, les métazoaires, puis boréothériens, avec du coup l'essentiel de la faune qu'on trouve en Amérique, essentiellement des animaux avec un placenta, donc des mammifères quoi. Puis les Zoarcotonligres, un groupe particulier qui s'identifie via l'ADN, et pas vraiment autrement. Comme ça ressemblait à un écureuil, j'ai proposé écureuil, et on a trouvé du coup les écureuils, et du coup j'ai proposé l'écureuil gris en plus de l'écureuil volant. Il y a des difficultés plus hautes? Je ne pense pas. Il y a moyen, en fait, il y a moyen de s'entraîner, c'est sur cette case-là que j'appuie depuis tout à l'heure, mais il y a une bébête mystère par jour. Donc même système, mais en gros c'est l'exclusivité de la journée si tu veux. Chaque jour il y a une nouvelle bébête unique qui est proposée et tout le monde a le droit de la chercher. Et voilà. Et après, une fois que tu as fini, tu peux continuer à t'entraîner en cherchant les nouveaux trucs du coup. En t'entraînant avec des nouvelles autres espèces. Il y a des difficultés plus hautes, c'est compliqué à expliquer. En fait, ça peut reprendre n'importe quelle espèce. Il faut juste qu'elle soit rentrée sur les sites. Il y en a beaucoup par rapport à la complexité, à la variété du monde vivant. Il y en a très peu, mais par rapport à tout ce qu'il y a, c'est déjà énorme. Et tout dépend en fait de le mode de difficulté, ça varie. Ça dépend des panneaux explicatifs. Parfois, ils donnent plus ou moins d'informations, des images qui accompagnent ces panneaux. Donc ça dépend. Et puis, on va dire à quel point les espèces sont communes. Voilà. Boréotheria, c'est relativement commun. On voit bien à l'image, l'essentiel des espèces qui sont représentées, c'est un bon résumé, même si c'est pas du tout complet. Ça donne des pistes, ça permet d'avancer. Mais tout à l'heure, on est tombé sur des trucs... on est tombé sur des catégories nettement plus compliquées, où on était sur de la sèche, du ver, de l'escargot. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup plus dur. Voilà. Avec les métazoaires, on est très très large. Mais on a quand même, avec les panneaux explicatifs, etc., des moyens de trouver. Mais ça dépend quoi, ça dépend si le jeu te donne les clés en fait. Et même s'il te les donne, parfois c'est tellement vaste. Et t'as mis tellement de temps à trouver l'endroit où tu devais aller que voilà. Tout à l'heure, on avait cherché les oiseaux, on était bloqué sur les reptiles. Puis on a trouvé les tortues, mais il nous restait 10 essais, un truc comme ça. Et le temps qu'on comprenne que c'était un oiseau, il nous restait quoi, 4-5 essais, et le temps qu'on arrive chez les oiseaux, il nous fallait... En fait, c'était un bordel, hein, vraiment. Les oiseaux,
c'est extrêmement varié et il y a énormément d'espèces qui sont dans les mêmes groupes. Donc les panneaux explicatifs peuvent pas donner beaucoup d'explications en fait. Et ça fait que très vite on s'est retrouvé piégé quoi. Donc on s'est fait avoir avec le bouvreuil parce que on cherchait à la base un petit oiseau. Vraiment le genre de petite boule toute ronde pleine de plumes classique. Mais sans déconner, entre ça et le rouge-gorge que je charge ici, voilà, la différence n'est pas flagrante quoi. Et ben c'est le même genre de boule de plumes, il y en a des centaines d'espèces, même des milliers. Entre le rouge-gorge, le bouvreuil, le rossignol qu'on a cherché aussi, le troglodyte. C'est tellement que, bon, autant... Bah alors, sur le site, je ne sais pas si elles sont toutes encodées, mais ça, on n'a pas moyen de le savoir. Il y avait, dans le groupe des passereaux, je sais plus quoi, des passéridés, il y avait quelque chose comme... il y avait 95% des 10 000 espèces d'oiseaux modernes. C'était écrit dans le panneau. Comment te dire que c'est beaucoup, en fait. Donc voilà, parfois tu tombes sur... chez les vipéridés, est-ce que c'est... chez les serpents, où on te dit, chez les vipéridés, on se demande bien ce que c'est. Du coup, tu trouves que c'est les vipères. Et parfois, on tombe chez les passéridés, où on te dit, bah, c'est comme tu veux, c'est 10 000 espèces. Comment dire que c'est compliqué. Donc vraiment, ça dépend. Finalement, la difficulté varie toute seule, quoi. Il y a des fois où le jeu est plus facile à d'autres moments, à certains moments qu'à d'autres. Et puis, le monde vivant, c'est parfois plus facile dans certaines catégories que dans d'autres. Chez les primates, on va dire, c'est parfois un peu plus simple de trouver que chez les oiseaux, parce que c'est très varié, mais ça l'est moins que chez les oiseaux quand même, hein, faut pas déconner. Et c'est mieux scindé, si tu veux. Il y a moins d'espèces par groupe, ce qui fait qu'un panneau va être beaucoup plus détaillé sur un genre plutôt que sur d'autres. Alors que chez les oiseaux, genre les passéridés, j'ai dit, c'est des milliers d'espèces, quoi. Cette famille est composée d'une 50aine d'espèces réparties en 8 genres. Ça, c'est rien que pour les passéridés. Et on était quelques grades au-dessus, je crois. Donc, comment dire... voilà, les aves. Les aves, quand tu tombes dessus, déjà, t'es bien. Les aves, c'est les oiseaux. Tout simplement, tous sont une classe de vertébrés tétrapodes caractérisée par la bipédie, des ailes, un plumage, un bec sans dents. Et après, il y avait les... je sais plus quoi, aves, là, il y avait en dessous... Les néo-aves. Les néo-aves, c'est rigolo, hein. Voilà, à chaque fois, c'est là-dessus qu'on tombait. C'est ça. Les néo-aves sont un clade composé de tous les oiseaux modernes, à l'exception des paléognates et des golancérés. Comment tu veux que je devine, quoi? Donc, globalement, ça enlève les poulets et les parents et les canards. Et des espèces que je sais même pas ce que c'est, les ratites et leurs parents, et puis ça englobe près de 95% des 10 000 espèces d'oiseaux modernes connues qui appartiennent à ce groupe-là. 95% de 10 000 espèces d'oiseaux modernes, comment tu veux que je devine? Il me reste 4 essais, quoi. Donc voilà, quand on arrive là, c'est mort. C'est mort. Et donc on a fini par se rapprocher très très fort avec les passeurs, je sais plus quoi, mais il nous restait des tonnes d'espèces à couvrir, et on avait 4 essais. Et tout se ressemble en fait chez eux. Parce que c'est que des petites boules rondes. Donc entre ça, ce truc-là, putain mais ils se ressemblent tous quoi. Donc c'est impossible de trouver à partir de là en 4 essais quoi. Ou alors faut vraiment avoir de la chatte. Donc voilà, c'est ça qui fait que le niveau de difficulté, bah, il varie tout seul. Franchement, ça change tout seul. Donc on n'a pas vraiment de contrôle dessus, mais il n'y a pas de mode de difficulté proposé par le jeu, en tout cas pas encore. Je pense que ce serait très compliqué d'en faire un, parce que ça voudrait dire trier manuellement ou avec une IA les espèces. Donc si c'est fait avec une IA, ce ne sera pas très objectif. Et si c'est fait manuellement, ce ne sera pas fait manuellement, ça prendra trop de temps. Hein. Donc, voilà. Le jeu est sorti récemment, j'estime, non, je sais pas quand il est sorti. J'en sais rien. Hop, est-ce qu'il n'y a pas une date de sortie à ce truc? Je peux demander à ChatGPT, tiens. Justement, là, il sera utile. Mais voilà, tout à l'heure, on est tombé sur le jeu des plantes, la même chose mais version plante. On est tombé sur un cactus, on savait que c'était un cactus, dans le genre des cactus. Et comment tu voulais qu'on trouve, quoi? Le cactus était introuvable. On avait 25 essais, ou 30. Donc plus que les 20 qu'on avait ici, et on n'a pas trouvé, alors qu'on en a claqué genre 10 ou 15 sur les cactus. Et tiens. Quand est sorti le jeu Metazoa?
sorti le 20 avril 2023. C'est un jeu de simulation et d'exploration où les joueurs peuvent découvrir et interagir avec différentes créatures et environnements. Je crois pas que ce soit ça, du coup, mais bon. Je vais l'écrire autrement. Ah. Quand a été créé le site Metazoa, où on peut retrouver des espèces en les cherchant par nom, sous forme de jeu. Je ne trouve pas d'informations spécifiques sur un site nommé Metazoa qui serait un jeu ou une plateforme pour rechercher des espèces par nom. Il est possible que ce soit un site moins connu ou que je n'ai pas les informations les plus récentes à ce sujet. Bon, on va chercher autrement. Metazoa. Le site s'appelle Metazoa. Je comprends que tu cherches une plante. Non. Non, je cherche pas une plante, non. De quand date la création du site Metazoa où on peut chercher des espèces. Le jeu où on peut chercher des espèces. Le jeu en ligne Metazoa, accessible sur metazoa.com, a été lancé le 30 juillet 2023. C'est ça. Le jeu est inspiré de Wordle et met au défi les joueurs d'identifier un animal mystère en utilisant des indices basés sur la taxonomie tels que le régime, le phylum, la classe, l'ordre, etc. Chaque jour, un nouvel animal est proposé et les joueurs disposent de 20 tentatives pour le deviner. Le jeu a été développé par Trainwreck Labs. Je connais ça. Et vise à rendre l'apprentissage de la classification animale à la fois amusante et éducative. Ah non, apprentissage jeu, donc éducatif. Bon. Depuis son lancement, Metazoa a gagné en popularité, notamment auprès des passionnés de biologie et des éducateurs. Bonjour. 2 ans donc, incroyable. Ouais, je sais pas comment ils ont fait pour rentrer autant d'informations là-dedans. C'est une grosse frustration parce qu'il en manque énormément, mais on peut pas tout couvrir, hein, faut pas déconner, mais genre, il n'y a pas la mouette, par exemple, il n'y a pas le... Il y a énormément... Il n'y a pas le pélican non plus, il y a plein d'espèces comme ça dont on se dit, bah, enfin, comment c'est possible que ça n'y soit pas, mais il faut rester indulgent, la quantité d'espèces qu'il y a sur le site, quoi. D'ailleurs, on peut demander. Combien d'espèces sont enregistrées sur le site ? En septembre 2024, le jeu Metazoa comptait 329 espèces animales. Ces espèces ont été sélectionnées pour leur familiarité auprès du grand public. Genre le... Comment il s'appelle ? Le bouvreuil, il est familier du grand public. Parce que moi pas, hein. Moi, il est pas prêt, je le connais pas celui-là. Donc 329 espèces animales enregistrées dans sa base en augmentation par rapport aux 255 espèces initiales. Ces espèces ont été sélectionnées parce qu'elles sont familières, etc. Rendant le jeu à la fois éducatif et stimulant. Chaque jour, Metazoa propose un nouvel animal mystère à deviner, choisi parmi cette liste. Le jeu s'appuie sur la taxonomie du NCBI, ce qui permet d'explorer les relations évolutives entre les espèces. Il est possible que le nombre d'espèces ait encore augmenté depuis septembre 2024, mais aucune mise à jour officielle plus récente n'a été réalisée à ce sujet. Mais donc ouais, en 2 ans, ils t'ont rajouté, il y a 300 espèces presque. Plus de 300 espèces, 324 ? J'ai dû oublier le nombre que j'ai lu. 329 espèces en 2 ans. Déjà, le nombre qui est actuellement est déjà incroyable. En vrai, oui. C'est juste que c'est super frustrant quand tu parles d'un animal qui est assez banal, non, mais qui est assez charismatique et connu, et qu'il y est pas, tu te dis, mais enfin, en plus, il colle parfaitement à ma définition, ça me casse les couilles. ça colle à la description, ça devrait être lui, mais ce n'est pas lui. Mais ouais, non, c'est déjà ultra impressionnant le taf de dingue qui a été fait là-dessus. Je sais pas si ça a été automatisé ou quoi, mais ça paraît dingue. Hein. Donc déjà, bravo. En plus, ça, c'est juste pour Metazoa. Ils ont un site cousin qui s'appelle Metaflora qui fait pareil. Et il y a beaucoup de plantes là-bas, clairement. Ils ont beaucoup de trucs. Entre les cactus,
L'ail, tous les fruits et légumes qu'on bouffe en général, en fait. Hein. Il y avait des figues, il y avait tellement de trucs, les dattes aussi, c'est trop varié. Le chou, les carottes, c'est super varié, et ça, c'est juste pour les plantes connues, parce qu'il y en a tellement d'autres qui ne le sont pas. Tu comptes le faire ou tu l'as déjà fait? Celui sur les plantes? Comment dire? Non. En fait, on l'a fait tout à l'heure avec Fusey. On l'a essayé, on lui a laissé un essai. Et c'est là qu'on est tombé sur les cactus de Seymour. On a passé des plombes dessus, et à la fin, on avait le cerveau en feu. Voilà, on a laissé tomber. Le jeu, je trouve, parce qu'en plus j'ai aucune connaissance sur les plantes, donc Metaflora est incroyablement dur. Voilà, si tu veux une idée un peu, je dirais que Metaflora c'est le mode difficile de Metazoa. Voilà, vraiment c'est dur. Parce qu'en fait, c'est nettement moins identifiable que les animaux. Les animaux, ils descendent des uns des autres, ils ont des traits en commun qui sont visibles. Des cornes, des sabots, ce genre de trucs. Les plantes, c'est pas pareil. Enfin si, c'est pareil, évidemment que c'est la même chose, mais c'est tellement moins visible et remarquable, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. C'est-à-dire que là, nous, on l'a fait au pif avec les animaux, t'as bien vu, hein, on a fait selon certains critères qui ressortaient. Bon, ça ressemble à un écureuil, on va taper écureuil. Et puis, ça. C'est quoi, ça? C'est mon bouquin sur la flore écologique de Belgique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, là, c'est juste un tout petit index. Je déconne pas, c'est un tout petit index qui sert un peu d'atlas, si tu veux, hein, comme comme un atlas sur la géo, pour s'y repérer dans les plantes. Et il y a tellement de termes ultra compliqués qui se basent sur la forme des feuilles, la forme des tiges, la taille, les motifs des feuilles. C'est extrêmement compliqué. La présence de certains trucs, de certaines mini-parties, c'est tellement compliqué. Donc voilà, ce n'est absolument pas la même chose, parce que ça ne s'observe pas de la même manière, qu'il y a des traits qui sont partagés en commun, qu'il y a la taille, la forme des fleurs, tout est extrêmement détaillé et compliqué, alors que chez les espèces, si ça ressemble à un écureuil, il y a une bonne chance sur deux que ça soit un écureuil. J'exagère, mais c'est tellement plus facile. Les plantes, c'est extrêmement compliqué, et il y a des plantes qui sont dans un genre qui porte littéralement leur nom, genre les cactus, qui sont dans le genre qui s'appelle les cactées ou les cactacées. Et il y a quand même des plantes qui sont pas des cactus dedans, mais qui sont des cactus, qui sont proches des cactus, mais qui n'en sont pas. Et il y avait le forbe, par exemple, il y avait tellement de trucs qui ne sont pas des cactus, mais que quand même, c'est proche. Et c'était quand même pas ça l'espèce qu'on cherchait, je sais plus laquelle c'était une dinguerie, ça aussi. L'espèce qu'on avait cherché, la plante, là, c'était... Voilà, elle s'appelait... Voilà, c'est ça. Elle s'appelait Croenleinia grussoni. Et je sais même plus quel était son nom commun. C'est dire. Je sais même plus. Et c'est vraiment, c'est un putain de cactus, quoi. Regarde-moi ça, c'est un cactus, quoi. Eh ben oui, mais c'est plus compliqué que ça. Comment te dire que différencier ça de la totalité des autres cactus qui se ressemblent tous? Bro, c'est impossible. Donc voilà, on a vite laissé tomber. On pouvait pas y... Ah oui, c'est ça, le coussin de belle-mère. Le truc s'appelle le coussin de belle-mère. Tu trouves qu'on est familier avec le coussin de belle-mère? Parce que moi pas. Moi pas. Voilà. En plus, c'est jamais qu'une traduction peu courante d'un terme qui en anglais est courant. Ça s'appelle alors, le Golden Barrel Cactus ou Mother-in-law's Cushion. Donc le coussin de belle-mère. Mais c'est un truc plutôt commun en anglais, ça l'est moins en français, je pense. Comment dire? Eh ben si ça c'est petit, j'imagine pas tout ce qu'il y a au total. Oui, la brique là, c'est en plus ça là, c'est à renouveler normalement tous les 2-3 ans. Hein. Mon bouquin là, je l'ai acheté, c'était il y a justement 2-3 ans. Il est déjà plus valable. Hein. Il faudra en racheter un. Il est déjà plus valable par rapport à la faune, la flore, rien à voir, qu'on a dans mon pays. C'est dire. Déjà là, il faudrait racheter un autre en fait, parce qu'évidemment les plantes ça bouge, les populations bougent. Ça évolue, elles mutent, elles évoluent, elles se transforment, et tout ça, ça fait que déjà ce bouquin n'est plus tellement fiable. Mon prof de bio m'avait dit non, déjà dans 2-3 ans, faudra le changer. Hein. Mais putain, il y a combien de pages dans ce bordel? C'est écrit tout petit, genre la taille, la gueule du truc, quoi. Voilà quoi. Et ben ça,
Sans compter l'index, sans compter les explications, les préparations, les machins, là. Rien que ça, c'est 530 pages. 530 pages. Et ben c'est rien. C'est juste une partie de la flore commune en Belgique d'il y a quelques années. Tu l'as lu en entier? Non mais t'es fou. T'es complètement malade. Non, clairement pas, non. Faudrait être complètement malade pour faire ça. Non, nous, on nous a pas conseillé. En fait, je suis allé, j'ai fait un bachelier de biologie, j'ai fait une première année de bachelier de biologie que j'ai complètement foiré, mais j'y allais pas vraiment avec l'objectif de réussir quoi que ce soit. C'est essentiellement des sciences, la plupart des sciences, moi je suis très mauvais. Et je sais difficilement compter au-dessus de 2, donc c'est mort. Mais je voulais quand même apprendre des trucs, parce que je suis passionné de biologie et que j'étais pas du tout satisfait par mes études secondaires. Donc je suis allé à l'université et j'ai appris plein de trucs trop cool. Mais bon, c'était galère. Et parmi les cours, il y avait un cours de biologie végétale et on nous demandait de pouvoir reconnaître et identifier une plante. Et pour ça, il nous fallait ce bouquin qui n'est pas un bouquin façon roman où on explique des choses, c'est un index, donc c'est-à-dire que ça sert à l'identification des plantes. C'est exactement comme un atlas en géographie où tu regardes des cartes et puis ensuite tu cherches dans l'index le truc que tu veux. Genre, je veux la carte de l'Amérique à X années, tu cherches dans l'index, tu vois à quelle page c'est, tu vas le chercher. Là, c'est pareil, sauf qu'au lieu d'avoir des cartes, j'ai des descriptions mot par mot, avec des termes très compliqués et scientifiques, de plantes. Typiquement, page 218.1, les Puccinellina, point 1, plantes cespiteuses à stolons feuillés radicants, feuilles épaisses, légèrement charnues, généreusement pliées, enroulées, rarement planes, avec une panicule unilatérale, à rameaux d'abord étalés puis dressés, appliqués, avec une glumelle inférieure de 3 à 5 mm de long, bien sûr. J'ai pas compris un mot de ce que je viens de lire. Heureusement, il y a un index. Mais voilà, c'est dire, c'est tout un vocabulaire très technique. Et ce n'est pas du tout un roman qui vise à théoriser quoi que ce soit. C'est vraiment un bouquin d'identification. C'est un genre de Pokédex écrit, organisé comme un atlas. Donc c'est pas du tout pensé pour être lu dans son intégralité. Hein. Aucun prof n'a lu ce bouquin en intégralité. Juste les gens s'en servent pour analyser les fleurs et nous, les plantes, parce qu'il n'y a pas que les fleurs. Et nous, dans notre cas, on nous a dit, voilà, pour votre première année, on vous demandera à l'examen de savoir identifier une plante. Donc, apprenez à vous servir du bouquin. Et j'ai trouvé, en vrai, il nous disait, franchement, trouver l'espèce, c'est impossible. Personne ne trouve jamais la première année, vous fatiguez pas avec ça. Mais si vous trouvez le groupe général, que vous trouvez le genre en plus, franchement, croyez-moi, c'est gagné. Si vous trouvez l'espèce, vous avez max de points, vous êtes, voilà, franchement, on vous fait une tartorie si vous voulez. Mais, il s'attendait pas à ce qu'on trouve l'espèce. Et je l'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé le truc qui était censé être trouvable. Voilà, j'ai trouvé jusqu'à au-dessus de l'espèce, à savoir le genre. Donc j'étais très content de moi, sachant que je n'ai pas d'odorat et que pour identifier les plantes, généralement, il faut les sentir. Parce que oui, l'odeur est un critère clairement défini dans le bouquin. C'est pas une blague. Et j'ai pas d'odorat, je ne sens presque rien. Donc, ça dépend quoi. Donc, comment dire que moi, quand on m'a demandé de sentir les plantes, j'ai fait, bah écoutez, ça sent rien, quoi. Ça sent rien. Moi, je sens le gazon parce que ça sent fort le pollen, puisque c'est gorgé de pollen, et que je suis allergique au pollen. Mais c'est tout. Je le sens même pas, c'est plutôt que j'ai une forte démangeaison, donc je sais que c'est du pollen. Mais c'est tout. C'est une odeur de gazon bourré de pollen, quoi. Donc ça, je le sens. Un gâteau au chocolat, je le sens. Globalement, les autres odeurs, je les sens pas. Donc quand il a fallu identifier la plante, laisse tomber. Et j'ai quand même réussi à identifier le genre. J'étais très content de moi, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi. Donc voilà. Mais le bouquin n'est pas du tout pensé pour être lu dans son intégralité. Hein. Zéro. Heureusement. Franchement, il y a pas mal de gens qui deviendraient zinzin. Hein. 140 pages, enfin 190 pages de trucs que je t'ai cités là avec la panicule, je sais pas quoi, laisse tomber, faut devenir fou. Par contre, même si la lecture de livres, c'est pas trop mon truc parce que ça demande un certain engagement, il y a quand même certains bouquins que j'ai lus que je recommande, type La Terre avant les dinosaures, qui est là, qui est super bouquin. Ça là, il faut le lire, c'est très... Enfin, il faut... Non, mais c'est un très très bon bouquin qui explique le développement de la vie depuis la conquête des continents par les cousins des poissons, les tétrapodomorphes, et leurs descendants, les tétrapodes. Donc les cousins des poissons qui ont mis la tête hors de l'eau et qui se sont adaptés à la terre ferme pour aller coloniser les continents, etc. Jusqu'aux dinosaures finalement. Hein. Voilà. Et même jusqu'aux mammifères. Voilà, tout ça, ça parle de ça en parle plutôt bien, c'est assez récent. Il y a... Donc c'est présent, c'est écrit de manière accessible à tous, mais quand même avec des termes scientifiques, donc tout le monde ne comprendra pas tout, mais ça reste très intéressant à lire.
Mais évidemment, il y a tout ce qui est détail extrêmement précis qui fait qu'on comprend pas tout. Même moi, je comprends pas tout ce que je lis dans le bouquin, mais on apprend des trucs très cool. Il y a des très belles illustrations, des très belles photos, tout est très clair dans la représentation visuelle, et il y a une échelle du temps à la fin. Hop là. Très belle échelle du temps. Voilà. Ça là, c'est la totalité du temps qu'a traversé la vie sur cette planète. Et je trouve que c'est pas mal quand même. Enfin, à notre connaissance. Après, il y a le bouquin sur les baleines dont je parlais tout à l'heure. Celui-là, que j'ai acheté aussi, qui est super bien. Je sais plus quel prix il m'a coûté, mais ça devait être dans les 30-40 euros. J'ai acheté ça quand j'étais en secondaire. Là, j'étais pas obligé. Tout ça, j'étais pas obligé. C'était juste que moi, ça m'intéresse. En général, je lis plutôt des articles sur Internet. C'est moins cher. Mais bon, celui-là, j'avais très envie de l'avoir parce que ça parle des baleines et que j'adore les baleines. Voilà. Et donc ça reprend toutes les baleines, ça donne des photos, ça donne des traits caractéristiques. J'adore l'éthologie. Moi, c'est ça qui m'intéressait à l'université. C'était de définir les comportements. L'éthologie, c'est l'étude des comportements animaux. Et donc, des espèces animales. Et donc, j'adore voir comment les espèces interagissent entre elles, comment elles pensent, comment elles agissent. Je suis très intéressé par tout ça. Et donc, avoir ce genre de commentaires sur comment fonctionnent les baleines, puis savoir ce que c'est, comment on les classe, un peu comme on l'a vu ici avec Metazoa, et etc. Là, savoir le parcours évolutif aussi. Il y a tout un truc sur le parcours évolutif. Donc voilà. En page 10, là. Avec tout le tracé évolutif de qu'est-ce que c'était avant, comment ça a évolué vers les baleines. C'est en anglais. Il est en anglais. Donc celui-là, c'est pas du tout la même paire de manches. Je dirais pas que c'est accessible du coup, mais c'est accessible à quelqu'un qui parle en anglais parce qu'il n'y a pas de termes scientifiques vraiment très compliqués. Ça, là, c'est plutôt de la description de baleine. Donc ouais, l'anglais compliqué. Mais le bouquin que j'ai dit avant, c'est du français. Et alors, si tu veux un bouquin pas cher, super intéressant et accessible à tous, j'ai des trucs. Et pas trop long en plus. Il y a L'école des suricates de Michel de Pracontal, qui est une masterclass, très court, moins de 200 pages, 7,80€ quand je l'ai acheté, aux éditions Point, je crois. Et il est super bien, ce bouquin. Il parle des cultures animales, il explique l'évolution de l'éthologie et comment il a fallu expliquer que les autres espèces ont une culture, parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui ont été avancés par plein de gens, je dirais pas des scientifiques du coup, parce que franchement ils méritent pas ce titre, qui disaient, et disent toujours, que l'espèce humaine est au-dessus de tout et que c'est comme ça, et donc au-dessus des autres espèces animales, et donc ils essaient de donner tout un tas d'arguments complètement fumeux pour dire qu'on est meilleur en gros et que les autres espèces sont toutes nulles et qu'on est le next plus ultra du vivant. Évidemment, tous ces arguments ont été débunkés et une partie de ces arguments sont cités dans le bouquin et tout est très bien expliqué, tout est très clair, tout est très accessible. Il y a un passage. Dans l'ensemble, moi je le conseillerais à un enfant de 10 ans, mais je peux pas le faire parce que dans le bouquin, il y a un moment où il est question d'expliquer les pratiques sexuelles des chimpanzés qui sont vraiment un truc clé dans leur société. Mais bon, du coup, peut-être pas un enfant de 10 ans. Si on enlève ce passage-là, qui devrait pas être enlevé parce qu'il est super intéressant, si on oublie ce passage-là, le bouquin est super accessible à tous, il est clair, il est super. Voilà. L'école des suricates, voici l'histoire d'une découverte scientifique clandestine. Depuis plus d'un demi-siècle, les preuves qu'il existe d'autres formes d'intelligence que celles des humains, non pas dans l'espace intersidéral mais sur Terre, s'accumulent. Nombre d'animaux, et pas seulement les grands singes, fabriquent et utilisent des outils, construisent des habitats, chassent en équipe, déchiffrent les intentions d'un congénère, recourent à la ruse, etc. C'est la dimension sociale de la vie animale qui, observée sur le terrain par de remarquables chercheurs et surtout des chercheuses, débouche sur la reconnaissance de ce qu'il faut bien considérer comme de véritables comportements culturels inventés, appris et transmis. Cette enquête sur les mésanges anglaises, les macaques japonais, les chimpanzés de Tanzanie, les baleines des mers froides, sans oublier les suricates du Kalahari, nous en dit long sur notre humanité. Le bouquin est trop cool, il est super bien formulé, il est court. Il faut le lire. Il faut le lire. Je pense que en vrai de vrai, ça par contre, pour quelqu'un qui est totalement étranger, même pas du monde des sciences, mais juste du monde vivant et qui s'est jamais particulièrement posé de questions dessus, je pense que ce bouquin est important. En vrai. Et alors, totalement différent, mais dans le même style, il y a... hop là. Quand les animaux et les végétaux nous inspirent de Emmanuel Puy-Débat, qui... donc 9,55€ quand je l'ai acheté à la Fnac.
ça fait quelques années. Je crois qu'il y a dû y avoir des rééditions qui rajoutent du contenu dedans. Et ça parle de biomimétisme. Qu'est-ce que le biomimétisme ? C'est quand la science s'inspire du monde vivant. Si tu prends le martin pêcheur, un oiseau, il a un bec long et affiné qui est très bien foutu par la nature, qui fait que c'est un oiseau qui pêche, martin pêcheur. Quand il fonce dans l'eau, il plonge dans l'eau et il arrive à faire aucun putain de bruit et à faire aucun remous dans l'eau. Pourquoi ? C'est dû à son bec. Son bec qui diminue les frottements de l'air et qui fait qu'il ne fait pas de bruit quand il plonge, ni dans l'air ni dans l'eau. Parce que les frottements de l'air, c'est-à-dire que plus tu te déplaces, plus tu as le vent qui te vient dans la gueule, et ça fait du bruit. Et ça te ralentit. Et du coup, comment est-ce qu'on s'est inspiré de ça ? On a créé au Japon le train à grande vitesse le plus rapide et le plus silencieux du monde. Ça a peut-être été dépassé depuis, mais c'était le cas il y a encore quelques années. J'ai oublié le nom du train en question, mais voilà. Ce truc s'est inspiré du bec du martin pêcheur, et du coup, on voit bien la similitude entre le train en question et le bec, qui est très fin, très allongé, qui a une structure très particulière, une forme particulière et précise, dans un matériau très lisse, etc., pour pouvoir éviter un maximum les frottements de l'air, les dévier légèrement sans les prendre directement dans le pif. Et ça fait que le train à grande vitesse n'est pas ralenti par les frottements de l'air, donc il va très très vite, encore plus que d'habitude. Et en plus, comme il n'y a pas trop de frottements de l'air, ça fait moins de bruit. Et donc ce train à grande vitesse est très silencieux, là où, comme plus ça va vite, plus ça fait du bruit, les trains à grande vitesse sont généralement assez bruyants. C'est pas son cas. Voilà. Ça, c'est le biomimétisme. Et il y a plein d'applications biomimétisme. Il y a la colle, où on pique les idées aux geckos qui ont des doigts avec une structure un peu particulière, et donc on pique l'idée pour faire de la colle ultra adhésive. Voilà, la description c'est un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires, un martin pêcheur pour optimiser le TGV japonais, des pommes de pin qui inspirent les architectes, du venin de mamba noir, tiens c'est venimeux du coup, pour lutter contre la douleur. Élucidera-t-on les secrets du sida et du cancer grâce aux koalas et aux requins ? Vivra-t-on bientôt plus longtemps grâce aux rats pnus et aux méduses qui rajeunissent ? Le vivant s'adapte en permanence. Il possède des solutions infinies et extraordinaires. À nous de les découvrir avant qu'il ne soit trop tard et qu'on les éteigne. De les découvrir pour nous sauver, nous, la nature, et nous sauver, nous, les humains, notre sauvegarde et la sienne ensemble. Sinon rien. La nature parle, écoutons-la. Des libellules aux éoliennes, des pattes d'écrevisses aux prothèses de mains bioniques, la bioinspiration au cœur de la recherche scientifique, économique et écologique. Emmanuelle Puydébat est directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, donc on peut dire que c'est plutôt une valeur sûre. Elle est spécialiste de l'évolution et des comportements, et elle travaille avec de nombreuses espèces. Elle a reçu la médaille d'argent du CNRS et plusieurs autres prix scientifiques. Elle est l'auteure de L'intelligence animale, que je n'ai pas lu mais que je conseille sans aucun doute, Cervelle d'oiseau et Mémoire d'éléphant, qui a rencontré un très grand succès. 10 € le bouquin, réédition qui donne encore plus d'informations. Hop là, ce truc-là, c'est en français, c'est accessible, c'est pas des explications scientifiques ultra compliquées. Je pense que c'est super bien aussi. Voilà. Quand les animaux et les végétaux nous inspirent, il est pas cher à la Fnac. Je le conseille, il y a genre 200... Ouais, il y a même pas 160 pages. Si on compte pas les remerciements, les notes bibliographiques, etc., il y a 167 pages. Peut-être une vingtaine de plus avec la rajoute, quoi, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc tout ça c'est super bien. Voilà. Après, je pourrais conseiller plein d'autres bouquins, mais c'est des grosses briques que même moi j'ai pas fini de me les enfiler, donc on va laisser tomber. Mais voilà. C'est mes petites lectures à moi qui m'ont fort aiguillé quand même dans mes secondaires et qui m'ont permis d'apprendre plein de trucs. Si tu veux de la lecture intéressante, faire un petit placement de produit pour moi-même, si tu veux de la lecture intéressante sur mes réflexions personnelles sur le monde vivant, je te propose de lire mon TFH, mon travail de fin d'humanité. C'est un travail de fin de secondaire, quoi. On m'a demandé de faire 15 pages, alors j'en ai fait 50. Et c'est, on pouvait, en gros, on nous a dit vous faites un essai. Donc on fait, donc en gros ce qu'il y a au-dessus là. Voilà, l'entrée de l'autre loi de la jungle, ça c'est un essai. Ça fait v'là plus de pages, hein, on est sur du 400 pages, mais voilà, il y a plein de post-it dedans parce que j'ai fait mon travail avec. Voilà, et donc ça, super bien aussi, intéressant, mais ça c'est une grosse brique. C'est accessible, c'est pas en termes scientifiques compliqués, mais c'est une grosse brique à s'enfiler. Mais c'est très intéressant aussi de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, l'entraide, l'autre loi de la jungle, qui explique que notre vision du monde vivant est complètement claquée au sol et qu'on a tendance à croire que le monde vivant c'est l'autre loi de la, c'est la loi de la jungle, c'est tout le monde se tape dessus, alors que
pas du tout. L'essentiel du monde vivant, c'est au moins autant de coopération entre les espèces et au sein d'une même espèce, davantage même que de je te tape et puis c'est tout, je te prends des trucs, quoi. Notre simple existence en tant qu'être humain, en tant qu'animaux, résulte de l'ensemble d'associations de plein d'organismes. C'est par association d'organismes, par symbiose, etc., donc une espèce de fusion d'organismes, si tu veux, à force de coopération, que les cellules, les cellules à noyau, on va dire, sont apparues, parce qu'avant, elles n'en avaient pas. Cellules à noyau qui ont finalement donné, devine quoi, bah, nous, alors, essentiellement, une grande partie du monde vivant, tous les animaux, finalement, mais voilà, des cellules eucaryotes, avec un noyau, contre les cellules prokaryotes qui n'en ont pas. C'est parce que les organismes s'associent entre eux, pas que les plantes, pour faire de la photosynthèse qu'on peut respirer. C'est parce que les vers de terre creusent des galeries et que les champignons, entre autres, font véhiculer les ressources dans le sol qu'on est capable d'avoir un sol fertile pour le faire de l'agriculture, par exemple. Parce que les radis qu'on s'enfile à midi, eh ben, ils sortent bien de quelque part. Bref, tout dans le monde vivant part à la base d'une forme de coopération. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont abusifs, qu'il n'y a pas de parasites ou qu'il n'y a pas de loi du plus fort. Il y en a, mais il ne faut pas oublier que la loi du plus fort, c'est juste une toute petite partie du monde vivant et que la coopération est au moins aussi importante, si pas encore plus. Voilà. Et donc l'entraide, l'autre loi de la jungle, évidemment, grosse base importante je trouve, mais je peux pas vraiment le conseiller parce que c'est énorme comme bouquin en comparaison de ce que j'ai dit avant, hein. Les autres c'était des tout petits trucs. Mais donc voilà, ça c'est un essai, c'est-à-dire que c'est des gens qui proposent une thèse sur le monde vivant. Il y a eux, donc c'est deux personnes, hein, Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, et encore d'autres gens je crois, qui se sont dit, mais les gens ils ont rien compris à comment ça marche le monde vivant, ils croient que c'est juste tuer ou être tué, pas du tout. Comment on fait pour l'expliquer? Et ils ont pondu un essai, c'est-à-dire qu'ils ont fait un bouquin comme celui-là, c'est celui-là, où ils ont dit, ils ont pondu leur thèse, ils ont repris les bases, tout réexpliqué, et ils ont dit, voilà, on a remarqué que vous êtes bien con et que vous avez rien compris, ils le formulent de manière mieux, et plus polie aussi, donc on va vous réexpliquer comment ça marche. Et au passage, ils proposent leur thèse. Nous, on constate qu'en fait, le monde, il fonctionne comme ça, et voici nos arguments. Donc voilà, contextualiser, résumer, définir les notions clés, et puis proposer ta thèse, ta théorie à toi. Ça, c'est un essai. Et moi, j'ai fait pareil, à ma sauce, en beaucoup moins détaillé, parce que j'étais en secondaire, faut pas déconner, au lycée pour les Français, dernière année de lycée. Et donc, j'ai pu lire des bouquins comme celui-là, et comme d'autres. J'ai pu me renseigner, j'ai fait un stage dans les Hauts-de-Fagne avec des éthologues à qui j'ai pu poser des questions. Plein de trucs. Et du coup, de tout ça est sorti le TFH que j'ai accouché de 50 pages, qui a été lu par des profs d'université qui m'ont dit franchement, ça vaut une thèse. Donc j'étais très content, ça vaut pas une thèse, enfin pas une thèse universitaire. Mais en vrai, c'est une petite thèse que j'ai pondue sur l'altruisme et l'égoïsme. Même genre que l'entraide, mais un petit peu différent. L'altruisme, c'est le bordel l'altruisme. C'est le bordel, personne n'est d'accord. Parce que l'altruisme, les gens partent du principe que c'est bien et que c'est nécessaire et que si on vit ça, on est un connard. Les gens qui partent du principe... Enfin, il y a des gens qui trouvent que l'altruisme c'est bien et ceux qui trouvent que l'égoïsme, les mêmes du coup, c'est de la merde. Et puis il y a ceux qui sont un peu entre les deux. Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais on a tendance à penser à l'altruisme en tant que concept philosophique. Or, l'altruisme au sens philosophique et au sens biologique, ça n'a rien à voir. Au sens altruiste, donc une conception fictive, imaginaire, qui ne repose sur rien de concret ou de prouvable dans le monde vivant, en gros un rêve finalement, une idéologie si tu veux, mais pas la réalité, ça, c'est quelque chose qui est bien apprécié des humains, qui aiment bien parler d'altruisme, voilà, ça ils aiment bien. En général, ils le font parce que c'est dans leur intérêt. Donc en fait, quand les gens demandent à ce qu'on soit altruiste, c'est plutôt par égoïsme, ce qui est assez paradoxal, parce que ça leur aide, ça les aide eux. Sois altruiste avec moi, enfin, voilà. Et ça, la notion philosophique d'altruisme, c'est quand on donne quelque chose à l'autre, quoi que ce soit une ressource, de la sympathie, un objet, que ce que tu veux, faire don de quelque chose à l'autre, sans rien attendre en retour et sans rien y gagner. D'un point de vue philosophique, c'est censé faire grandir ton âme et te rendre heureux. D'un point de vue réel, ça te fait perdre quelque chose. Voilà. Et c'est tout. Et donc forcément, comme tout dans le monde vivant est motivé par l'égoïsme, parce que le but de la vie sur Terre, même si elle n'a pas vraiment de but à proprement, mais si on devait lui définir un but, c'est deux objectifs, c'est survivre et se reproduire.
du coup, se donner cœurs et âme sans rien attendre en retour, c'est con. Voilà. Sauf qu'évidemment, c'est pas ce que la vie fait. L'altruisme, au sens biologique, c'est beaucoup plus compliqué et stylé que ça. Et c'est très intéressant de se pencher dessus. Et c'est ce que j'ai fait dans une thèse de 50 pages, où j'explique c'est quoi l'altruisme, pourquoi personne ne comprend rien, pourquoi tout le monde se trompe quand on dit que l'altruisme, c'est une belle valeur et qu'il faut absolument... Voilà, c'est une belle valeur, oui, mais là on parle de l'altruisme au sens philosophique, et ça n'a rien à voir avec ce que font les organismes dans le monde vivant. Sans parler de l'ethnocentrisme, on a tendance à appliquer aux autres espèces des comportements ou des valeurs qu'on se trouve entre êtres humains, mais qui ne sont pas forcément la réalité. Voilà, un chien qui sauve quelqu'un, ah il est gentil le chien, si ça se trouve, il avait d'autres raisons. Et il y a plein de trucs comme ça qui sont expliqués par la science. Typiquement, il y avait des baleines à un moment qui étaient observées en train de se jeter sur des orques, killer whales, ça porte bien son nom quand même, et bah donc ces trucs-là, et donc les grosses baleines, bon évidemment elles se faisaient pas emmerder par les orques parce que c'est trop grand, les baleines à bosse par exemple, hein, se jetaient sur les orques. Et donc, le problème, c'est que les orques se faisaient harceler pendant qu'elles étaient en période de chasse. Et de ça résultait le fait que on voyait une baleine à bosse se jeter sur une orque, ou des groupes d'entre eux, et le résultat, c'était que le morse, éventuellement, enfin pas le morse, mais imaginons le phoque qui était traqué, était sauvé. Et donc, on se disait, ah, les baleines sauveuses, elles sont altruistes, c'est super. Évidemment, on fait le lien avec nous parce qu'on s'imagine altruiste, mais on n'est pas altruiste au sens philosophique. Hein. Ça, c'est un rêve. Nous sommes, comme toutes les espèces de la planète, altruistes au sens biologique. Ah bah, c'est tout de suite désacralisé un petit peu. Tout ça, ça résulte encore une fois du besoin de l'être humain de se placer au-dessus du reste et de dire on est altruiste et les autres le sont pas. Évidemment, c'est faux. On aime bien se donner l'idée qu'on est altruiste au sens philosophique, mais c'est faux. On donne pas juste pour donner. Même quand tu te dis « Ah, mais c'est mon pote, je vais l'aider », bah oui, tu vas l'aider parce que c'est ton pote. Parce que si tu le fais pas, tu vas te sentir mal, parce que tu te sentiras pas en adéquation avec qui tu es, ou qui tu veux être. Donc, tu vas te sentir mal, ton cerveau va te faire sentir mal, et donc, pour éviter cette sensation de douleur et rester droit dans tes bottes, parce que c'est un besoin, tu vas aider ton pote. Mais tu vas pas faire ça juste parce que. Il y a une raison, tout a une raison. Et donc... bah c'est pas altruiste, c'est égoïste. Ça part d'un besoin égoïste. Ça ne veut pas dire que c'est méchant. Ça ne veut pas dire que tu penses pas à l'autre. Ça veut dire que c'est égoïste. L'égoïsme n'est pas le problème de la situation. On pense souvent que l'égoïsme c'est un problème, mais bon. Et ça, après, ça fait qu'il y a plein de gens qui savent pas gérer leurs relations correctement parce qu'on leur reproche d'être égoïstes, alors qu'en fait, non, ils se font passer en premier. Mais ils ont parfaitement raison. Voilà. Il y a une différence entre avoir du respect pour l'autre et se faire passer après l'autre. Ça, ce n'est pas normal. Donc voilà, ça crée plein de problèmes de conception dans le monde, dans notre société, complètement niqués. Et donc les autres organismes font preuve d'altruisme. Et voilà, donc venir nous dire que l'altruisme philosophique c'est bien, qu'il faut faire que ça et que c'est honteux parce que c'est être mal poli et mal élevé, ce n'est pas ça. Voilà, c'est une très mauvaise conception du vivant. Et du coup, j'explique, mais en gros, parce que l'altruisme et l'égoïsme au sens biologique, ils ont tous les deux un intérêt. Les animaux le font pour une bonne raison, de coopérer ou de refuser de coopérer. Quels sont les intérêts, pourquoi, comment, tout ça, c'est ce que je définis au début de mon TFH. Et j'explique ensuite, mais du coup, parce qu'en gros, les deux ont le même but, c'est-à-dire survivre et se reproduire. Avoir des ressources pour survivre et se reproduire et transmettre ses gènes. Mais du coup, si c'est les deux mêmes techniques, juste qu'elles font quelque chose de différent, mais que le résultat est le même, est-ce qu'il n'y en a pas une qui est meilleure? Et s'il y en avait une qui était meilleure par évolution, est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui aurait disparu? Tout le monde serait juste égoïste ou juste altruiste. Et donc j'ai fait 50 pages là-dessus en expliquant, en fait c'est plus compliqué que ça. Et finalement, le titre de mon TFH, la thèse que je pose, la question que je pose dans tout le travail et à laquelle j'obtiens finalement une réponse à la fin, compliquée mais une réponse quand même, c'est altruisme ou égoïsme, quelle méthode pour favoriser la conservation et la propagation des espèces, où j'explique voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les espèces survivent et se reproduisent, sachant que les deux techniques font la même chose, et que personne n'est d'accord sur les bienfaits ni de l'un ni de l'autre. Comment on fait? Et donc j'ai fait 50 pages là-dessus, où je parle... donc généralement, les essais sont pluridisciplinaires, c'est-à-dire que tu reprends des sciences, différentes sciences, pas forcément que des sciences. Dans mon cas, j'ai pris des sciences, forcément. J'ai pris de l'éthologie, j'ai pris des mathématiques, les bases que je comprends, hein. Donc ça devrait être accessible, je pense avoir su restituer le truc. De la biologie, plein de trucs comme ça. Je parle d'organismes type animaux, des plantes et compagnie. Je parle de plein de trucs dans ce genre-là, et j'explique tous ces trucs. Voilà. Et j'explique les relations de coopération ou non qu'il y a entre, et j'explique les nuances fines qu'il peut y avoir.
Et à la fin, j'évalue la validité, on va dire, de l'altruisme et de l'égoïsme, et je dis, bon, alors on fait le bilan, c'est quoi qui est le mieux? Évidemment, la réponse est très intéressante, et un petit peu compliquée, mais accessible. Il faut réfléchir un petit peu, mais je pense l'amener correctement. J'ai une formulation dans mes écrits qui est un petit peu casse-couille. C'est-à-dire que là, je peux sonner un petit peu casse-couille à l'oral, imaginez à l'écrit, c'est pire. C'est tellement pire. J'ai fait ce que j'ai pu pour alléger le truc. J'ai reçu les félicitations du jury quand j'ai fait mon travail. Et pour la présentation orale aussi. Bref, j'ai eu le max de points. Je m'en suis très bien sorti. Mais c'est des profs qui m'ont lu. C'est pas pareil. Des profs de secondaire, hein, faut pas déconner non plus, mais quand même. Donc, les tournures sont un petit peu compliquées. Les 50 pages se lisent assez vite. C'est pas 50 pages d'un roman comme on a ici. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même typographie non plus. C'est pas du tout le même truc. C'est pas le même effort. Mais ça reste un travail à lire. Un travail que j'estime très intéressant. Mais voilà. Si tu veux de la lecture qui te fasse réfléchir sur le monde vivant, il y a ça. Et le lien est disponible sur ma page d'accueil de Twitch. Il est quelque part, tu trouveras, c'est en dessous de à propos, il y a plein de trucs, il y a plein de panneaux où je donne des liens vers ma chaîne YouTube, le Discord, etc. Et tout en dessous, il y a le lien vers mon TFH. Comme ça, vous pourrez le lire. C'est un Google Docs, normalement je l'avais fait dans Word, mais là du coup il s'affiche qu'en Google Docs. Et donc voilà, je cite mes sources, parce que bien sûr c'est un travail sourcé, c'est important. Et j'explique tout le pourquoi du comment, tout du long. Et la formulation, même si elle est parfois un petit peu longue et compliquée, est compréhensible quand même. Si ça avait été 0, j'aurais pas reçu les points que j'ai reçus. Mais voilà, ça demande parfois un petit effort, effectivement, parce que j'ai tendance à faire des phrases à rallonge avec des tournures chiantes. Voilà. En plus, j'ai pondu ce TFH en 10 jours parce que j'ai eu 1 an pour l'écrire et j'ai jamais réussi, j'avais fait un blocage, et je l'ai pondu en 5 à 10 jours avant de devoir le rendre. Donc il y a des petites fautes que j'ai corrigées pour certaines, j'ai relu une partie du TFH, mais voilà, il y avait quand même pas mal de petits soucis que j'ai retravaillés, mais j'ai pas pu refaire tout le TFH encore, et je prévois pas de le faire, hein, pour être honnête. Donc voilà, peut-être un jour, mais pas tout de suite. Donc si tu veux de la lecture sur d'autres trucs, sur des pistes de réflexion en tout genre sur le monde vivant, il y a ça. Voilà, le lien de mon TFH est accessible sur ma page Twitch. Voilà. Je suis crevé, il est 20h06. Ouais, je regarde un peu les... Mais non, c'est bon. Je suis crevé, il est 20h06. Et je pense donc que je vais y aller. Voilà. Je suis vraiment crevé. Il faut que je me lave, il faut que je mange. Bon, manger en vrai, ça va, j'ai fait manger il y a quelques jours juste à réchauffer et cuire des pâtes. Mais bref, voilà. Donc... Sur ce, je vais vous laisser. C'était sympathique. Ça fait 9h43 que je suis en live. C'est beaucoup. Eh ben, c'était très intéressant. Merci. J'étais pas sûr que tu serais resté parce que j'ai l'habitude de faire des rallonges comme ça pendant 8 ans. Et au bout d'un moment, les gens, ils s'en peuvent plus. Hein, ils s'en vont. Donc voilà. Merci pour tout ça. Bah, c'est super. Écoute, je suis content que ça t'ait plu. Moi, je suis crevé, donc je vais devoir y aller. Je reviens. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais je reviens peut-être demain ou un autre jour. Peut-être en semaine, a priori. Peut-être mardi. En fait, je peux revenir un peu n'importe quand. Ces temps-ci, je suis motivé. Mais voilà, ça dépend. Bref, je sais pas trop dire quand je vais revenir. Je vais revenir quand j'aurai l'énergie déjà. Après le bordel qu'a été cette journée et les 10 heures de stream que je viens de m'enfiler, je pense qu'il va me falloir un peu de repos. Donc je parierai pas sur un retour en live demain, mais en vrai... Maybe. Voilà. Voilà. Moi, sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 20h07 quand même. Donc voilà. Je suis plutôt du genre à écouter sans trop écrire de base. Franchement, je te comprends. Hein, je lurk beaucoup et j'écris très très peu dans les chats en général. Donc, il n'y a pas de souci. Je te sens pas mal parce que tu m'as pas écrit. Il n'y a pas de souci. C'est juste que moi, comme j'ai... En fait, ça fait 1 an et demi que je stream et je crois qu'on doit être à 38 followers maintenant avec les trucs de ce soir. Mais du coup, j'ai fort l'habitude de parler tout seul. Mais du coup, je parle tout seul, tout seul. Donc j'ai l'habitude de m'éterniser un peu, de faire des phrases pendant des plombes. Et donc voilà, j'ai l'habitude que quand il y a quelqu'un qui écrit dans le chat, en général, ils disent pas au revoir. Et du coup, je sais pas s'ils sont ce jour-là ou pas. Et du coup, je me fais pas chier. Moi, je continue de parler, hein, mais sauf que ça peut durer longtemps. Et je suis pas toujours sûr que la personne m'écoute. Donc voilà.
Mais il n'y a pas de souci, hein, moi non plus. J'ai tendance à pas trop écrire dans les chats. J'écris de plus en plus, parce que je trouve de plus en plus de bonnes raisons d'écrire. Et puis parce que j'ai envie de participer un peu à la vie commune, ce qui est très compliqué pour moi. Déjà avec des gens en face de moi, alors bon voilà, mais sur internet c'est un petit peu plus facile. Donc voilà, je comprends. Bref, je suis crevé, j'ai mal à la gorge et j'ai envie de faire pipi. Donc voilà, bonne soirée. Ça veut dire que quand je vais faire la rediff, il va falloir que je remette tous les liens de tous les trucs qu'on a fait ce soir, tous les bouquins, tous les trucs que j'aborde, ça va être du boulot. Je ne ferai pas ça ce soir, je pense. En plus, il y a 2 VOD. Comment vous dire que... voilà, en général, je le fais dans la soirée, mais là, la VOD, vous l'aurez sûrement demain. Les VOD, il y en a avoir 2, là. Voilà. Allez. Sur ce, je m'en vais. Cette fois-ci, je le fais pour de vrai. Ou pas? Non, si, je m'en vais. je m'en vais, j'en peux plus. J'en peux plus, en fait. Voilà, allez. Salut, bonne soirée. À plus tard. Ciao.